On entend parler de libéralisme, d'économie de marché, de libre-échange. On va voir ensemble comment ça impacte nos vies au quotidien. Les décisions prises sont-elles toujours en faveur du grand capital désireuse de toujours plus de profit? Ou sont-ils des hommes et des femmes qui composent au mieux avec la réalité du monde qui les entoure? Et bienvenue dans le monde merveilleux de l'Europe libérale, où le consommateur est la priorité. L'Union européenne mène une politique économique libérale et il y a un grand principe qui régit ce type de politique. Il faut supprimer les monopoles économiques car ils ne profitent pas aux consommateurs. Et une attention toute particulière est apportée à la concurrence libre sur les marchés. En effet, l'idée principale est que la concurrence profite directement aux consommateurs puisqu'elle tire les prix vers le bas et augmente la qualité du service. Pour faire en sorte que la concurrence soit saine, plusieurs règles sont mises en place, dont une qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui, empêcher les ciseaux tarifaires. Mais qu'est-ce que c'est? Le ciseau tarifaire, c'est lorsqu'une entreprise profite de sa position dominante sur un secteur économique amont pour imposer des prix trop élevés et tuer la concurrence en aval. Ouais. Enfin, si on y met un peu de pédagogie, imaginez un village isolé. Et dans ce village, il n'y a qu'un seul paysan, c'est Raymond. Et il est donc le seul à produire de la farine. Et Raymond est également le boulanger. Il se sert donc de sa farine pour produire le pain qu'il revend ensuite au village. Mais d'autres boulangers arrivent. Et voilà Raymond bien embêté à l'idée de voir la concurrence s'installer. N'étant pas paysans, les boulangers vont devoir acheter leur farine à Raymond pour faire leur pain. Heureusement pour lui. Et ce requin de Raymond pourrait couper la chic à la concurrence en leur vendant sa farine à un prix très élevé. C'est un ciseau tarifaire. On voit ici que Raymond peut profiter de sa position dominante sur un secteur économique amont, la production de farine, pour tuer la concurrence en aval, la vente du pain. Et selon la règle européenne, Raymond n'aurait pas le droit de revendre sa farine aux boulangers à un prix qui les empêcherait d'assurer leur santé économique. Ce serait de l'abus de position dominante. Maintenant qu'on est d'accord sur ces concepts, voyons ce qui se passe lorsqu'on les applique au marché de l'électricité. Laissez-moi d'abord juste vous replacer le contexte. En 1946, l'État crée Électricité de France, ou EDF, l'entreprise publique de l'électricité. Et elle est chargée de toute la chaîne de consommation, de la production en passant par le transport, la distribution jusqu'à la fourniture de l'électricité. Et dans les années 70, la question de la production de l'électricité se pose entre le pétrole et le nucléaire. La France fait le choix du nucléaire. L'argent public est donc investi dans la construction de centrales qui assureront la consommation des Français. EDF a donc une position de monopole sur le marché de l'électricité français. Les Français n'ont pas le choix, ils reçoivent leur électricité d'un fournisseur unique qui est également le producteur. Mais l'Union européenne ne voit pas ce monopole d'un bon œil et elle y met fin en 2007. La France suit donc les directives libérales européennes et ouvre son marché à la concurrence. Et voilà, les fournisseurs alternatifs apparaissent. Lors de l'ouverture du marché à la concurrence, EDF a le statut de fournisseur historique et doit proposer désormais une offre appelée TRV pour tarif réglementé de vente. C'est un contrat dont le prix est fixé par la Commission de régulation de l'énergie, ou CRE. C'est un organisme public. Ce prix doit être la juste balance entre le prix payé par le consommateur français, la santé économique d'EDF et la possibilité pour les fournisseurs alternatifs de s'aligner sur ce tarif. Le TRV est révisé tous les ans et il évolue légèrement en fonction des situations. Mais la CRE a pour rôle de stabiliser au maximum les prix et surtout d'éviter une envolée qui coûterait cher aux consommateurs. L'accès à l'électricité est donc assuré pour presque tous les Français grâce à ce tarif. Il permet en plus de fixer une ligne de base pour les autres fournisseurs. En effet, s'il propose un tarif beaucoup plus élevé pour des services relativement équivalents, personne n'ira chez eux. Ça protège donc indirectement les clients des fournisseurs alternatifs. Et donc, même si EDF est désormais concurrencé sur son activité de fournisseur, il reste le seul gestionnaire de la production d'électricité nucléaire. Ouais, et si vous vous souvenez de l'explication du début, on voit qu'ici, EDF est notre Raymond de l'électricité. Il y a un risque de ciseaux tarifaires. Prenons l'exemple de notre fournisseur préféré, Elec pas cher.
ElecPascher vend des contrats de fourniture d'énergie aux consommateurs. C'est donc un concurrent direct d'EDF dans son activité de fournisseur. EDF étant le producteur principal de l'électricité en France, il utilise celle qu'il produit pour la fournir aux consommateurs. Mais pour ElecPascher qui n'est pas producteur, il faut acheter son électricité, donc sûrement à EDF. On voit donc qu'ici, EDF est en position totalement dominante par rapport à ElecPascher. Sa filiale de production pourrait lui revendre son électricité à des prix qui l'empêcheraient totalement d'assurer sa santé financière. C'est le ciseau tarifaire. En 2010, on va donc créer une loi qui a pour but d'aligner la France avec ses obligations européennes en matière de concurrence et de marché. C'est la loi NOM pour Nouvelle Organisation du marché de l'électricité. Nouvelle organisation qui inclut un dispositif capital, l'ARENH. Et on ne vous parle pas de la reine d'Angleterre. Non, on parle de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. L'ARENH contraint EDF à vendre l'électricité nucléaire qu'il produit à prix coûtant à ses concurrents directs. Et le volume maximum qu'EDF vend est 100 TWh, soit un quart de sa production. Encore une fois, le prix est fixé par la CRE. Il était de 40 € au début, puis 42 jusqu'à 46 € aujourd'hui. Cette régulation du prix permet donc de rester dans les clous par rapport au ciseau tarifaire. Et maintenant que l'ARENH existe, ElecPascher va pouvoir en profiter. Il va donc calculer la consommation de ses clients pour l'année à venir, puis faire sa demande à EDF. ElecPascher estime que l'année prochaine, ses clients consommeront 30 TWh. EDF va donc lui vendre 30 TWh à 40 € le mégawattheure. Il y a alors deux scénarios possibles. Soit ElecPascher a sous-estimé la consommation et l'ARENH ne couvre donc pas tout. Pour ce manque, qui représenterait alors une petite part, ElecPascher va se fournir sur le marché de gros européen. Pour en savoir plus, on vous renvoie à notre dernière vulga. Retenez ici que ce marché a des prix plus fluctuants et plus chers que l'ARENH. Sauf en 2016 où les prix du marché étaient si faibles que l'ARENH était plus chère. Les fournisseurs n'en ont donc pas profité cette année-là. Soit ElecPascher a surestimé la consommation et ses clients n'ont en réalité consommé que 28 TWh sur les 30 demandés. ElecPascher va donc pouvoir revendre ces 2 TWh au marché de gros. Mais ces filous ne s'en sortiront pas si bien et ils vont devoir rendre les bénéfices gagnés sur ces 2 TWh à EDF. Entre 2010 et 2018, tout semble bien se passer. Si bien même que les fournisseurs se multiplient, leurs services se développent et les clients souscrivent de plus en plus chez eux. La demande en ARENH grandit donc toujours plus d'année en année. EDF revend donc une part de plus en plus importante de sa production à ses concurrents. Et on se rapproche dangereusement du plafond des 100 TWh. Jusqu'au moment fatidique où en 2018, la demande totale d'ARENH dépasse les 100 TWh prévus. Et c'est ce qu'on appelle l'écrêtement. Par exemple, en 2021, la demande cumulée de tous les fournisseurs est égale à 150 TWh. N'ayant que 100 TWh disponibles à la vente, il va falloir les répartir équitablement. Pour ce faire, la CRE va calculer le prorata. Ici, 100 sur 150, soit 2 tiers. Donc si ElecPascher demande 30 TWh d'électricité, il va en recevoir 2 tiers, soit 20 TWh sur les 30 demandés. Il reste donc 10 TWh à aller acheter au prix de marché. Et c'est pareil pour tous les fournisseurs, ils vont aller chercher un tiers de leur demande au prix du marché de gros. Et là, les problèmes arrivent. Et oui, le TRV est l'offre de base d'EDF et on rappelle, un des critères du TRV est qu'il doit pouvoir être répliqué par les fournisseurs alternatifs. La CRE doit donc prendre en compte le prix auquel les fournisseurs alternatifs vont acheter leur électricité au marché de gros pour fixer le tarif réglementé. Or, le prix de l'électricité a explosé sur le marché dernièrement. Et avec l'écrêtement, les fournisseurs doivent se fournir de plus en plus sur ce marché. Résultat, le TRV qui prend en compte ces prix augmente fatalement. Plus il y a d'écrêtement, plus le TRV est cher. Si EDF semble grand perdant de cette politique libérale, il est à noter que le TRV prend en compte beaucoup de critères, prix du marché compris, pour assurer à EDF une rentabilité. Et ça donne un paradoxe amusant. Moins EDF a de clients, plus ils sont rentables sur ceux qui restent.
Si un client d'EDF le quitte, il va forcément chez un concurrent. Plus la concurrence a de clients, plus son volume d'électricité fourni est important. Par conséquent, la demande en arène augmente et l'écrêtement également. Or, plus il y a d'écrêtement, plus les fournisseurs alternatifs achètent de l'électricité au marché de gros. Ce faisant, le TRV augmente. Donc EDF dégage plus de marge sur ses clients restants. Dans cette situation, il est difficile de dire si l'ARENH profite plus à EDF ou aux fournisseurs alternatifs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne profite pas aux consommateurs. Face à l'augmentation constante des prix, en février 2022, le gouvernement a décidé de réagir en mettant en place un bouclier tarifaire. En effet, selon la CRE, le TRV aurait dû augmenter de 45%. Mais le gouvernement s'est engagé à ce que ce tarif réglementé n'augmente pas de plus de 4% en 2022. Il y a donc notamment deux mesures induites par ce bouclier tarifaire. La première est la baisse drastique d'une taxe appelée CSPE. Malheureusement, c'est la taxe qui sert à financer la transition énergétique et donc le renouvelable. Elle est passée de 25 € à 1 € par mégawattheure. Et ça, c'est un sacré coup de pale dans la tronche des éoliennes. Mais la mesure qui nous intéresse le plus, c'est la deuxième. Le plafond de l'ARENH a été rehaussé, le passant de 100 à 120 TWh. Ceci permettra de couvrir une part plus grande de la consommation des clients des fournisseurs alternatifs. Ils auront donc moins besoin d'acheter de l'électricité très chère sur le marché européen et ça devrait donc stabiliser leur prix. Bien que ces mesures soient positives à court terme pour les particuliers, ce bouclier tarifaire est financé par de l'argent public et sera donc payé tôt ou tard par le contribuable. L'addition est de plus de 20 milliards d'euros pour ces deux mesures. Pour ne rien arranger, en plus de quelques pannes imprévues, en ce moment c'est la période de maintenance et de visite de contrôle pour les centrales nucléaires. Et les conséquences sont très concrètes. Plusieurs centrales sont à l'arrêt. Donc si à l'époque EDF produisait 400 TWh, ils ont annoncé qu'ils n'allaient en produire que 300 en 2022. Et vu comme ça, on a quand même l'impression que ce bouclier tarifaire est en train de flinguer une entreprise publique pour des intérêts privés. Ouais, et le plus triste dans tout ça, c'est qu'EDF avait déjà vendu cette électricité au marché de gros. Ils vont donc devoir la racheter, diminuant drastiquement leur bilan prévisionnel de 2022. Évidemment, ces mesures ne sont pas prises à la légère et les enjeux sont majeurs. Aluminium Dunkerque, par exemple, grand producteur de métaux français, a annoncé que la hausse des prix de l'électricité l'obligeait à interrompre son activité. Et énormément d'entreprises françaises en dépendent. Une interruption aurait donc pu entraîner une crise industrielle. Au final, que s'est-il passé depuis l'ouverture à la concurrence ? On fait le bilan. Calmement. Les prix augmentent. Tout le temps. Et l'écrêtement de l'ARENH n'arrange rien puisqu'elle nous rend dépendants au marché européen et ses prix fluctuants. On pourra jamais conclure ce qui se serait passé si EDF avait gardé son monopole. Par contre, on peut s'avancer et dire que le système énergétique tel qu'il est aujourd'hui pénalise fortement EDF qui s'est construit sur de l'argent public. Certaines entreprises ont d'autres activités que leurs filiales de fournisseurs d'énergie et ils dégagent des bénéfices massifs. Imaginez maintenant que Total Pas Cher, a effectué une année record grâce à ses diverses activités dans les énergies fossiles et bravo à eux, réalisé 14 milliards d'euros de bénéfices. Eh bien, ils vont quand même bénéficier de cette hausse de l'ARENH et des mesures prises par le gouvernement pour aider leurs filiales de fournisseurs d'énergie. Pour donner le change, côté libéral, on avance l'argument que si les consommateurs changent de fournisseur d'énergie, c'est qu'ils y trouvent un intérêt. Ça prouve donc l'utilité de cette concurrence. Pour l'avenir, deux camps s'opposent. Il y a ceux qui réclament une nationalisation d'EDF et un retour à un monopole d'État. Et il y a ceux qui réclament une augmentation du plafond de l'ARENH pour couvrir une part plus grande de la consommation des fournisseurs alternatifs et leur permettre de proposer des prix toujours stables et compétitifs. Toujours est-il qu'Emmanuel Macron a annoncé vouloir réformer l'ARENH. Et nous pensons que c'est une bonne chose. Bien que, filou qu'il est, il a oublié de préciser que cette réforme était prévue depuis le début de la loi. Et qu'il n'avait donc pas vraiment le choix. Ouais, et rendez-vous en 2025 pour voir ce qu'il en sera. Voilà, j'espère que vous aurez compris les enjeux. C'est vraiment notre but quand on fait ce genre de vidéo.
N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter pour nous dire si vous êtes plutôt hausse de l'Arenh ou nationalisation d'EDF. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, à bientôt dans un monde déjà meilleur.